Parfait. Bien, bienvenue tout le monde. Je suis très content de partager cette recherche. Alors, c'est une recherche sur laquelle je travaille depuis un bon moment. L'idée de préconception est apparue quand j'ai fait une analyse de théorie enracinée d'un livre de Glaser qu'il a écrit en 2011. Je vais dire plus à propos de Glazer. Et évidemment, on a l'IA générative qui vient à toute allure. Et donc, j'étais extrêmement content de voir que j'allais pouvoir voir ça dans ma vie. C'est quelque chose que j'attendais depuis au moins 25 ans. Donc, je suis vraiment très, très content de pouvoir en parler comme ça. Alors, un grand merci d'abord au professeur Glazer et Strauss parce que c'est eux qui ont créé ou fait émerger la théorie enracinée à partir de leurs études. Je remercie aussi les professeurs Kalika et professeur Galivan qui m'ont encadré durant toute ma thèse, qui m'ont remis en cause plein de fois et qui m'ont donné énormément de conseils pour réussir une thèse. Donc, je peux pas. J'ai plein d'anecdotes et c'est très, très intéressant d'avoir des excellents encadrants pour faire une thèse. Professeur Walsh et professeur Holton sont aussi des co-auteurs d'un livre que j'ai écrit avec elles sur la théorie enracinée. Je les remercie aussi parce qu'elles m'ont poussé dans mes retranchements pour essayer de comprendre ce que c'est que la théorie enracinée. Évidemment, aux organisateurs de ce séminaire, donc mention spéciale pour Frédéric. Quelques mots à propos de qui je suis. Juste sur mon background, j'ai fait un petit peu j'ai une approche assez quantitative et j'ai utilisé beaucoup tout ce qui est générative AI, donc l'IA générative pour de l'analyse de code informatique. Donc, j'ai pu voir en prime abord comment une AI génère du code qui hallucine pas forcément, mais qui peut être aussi très performant. Et donc ça, c'est un peu le travail que je fais en tant qu'expert Excel, expert Power BI, etc. Mais en même temps, eh bien, j'ai poursuivi une carrière de chercheur en analyse qualitative et notamment en théorie enracinée. Ce sont deux choses différentes, mais j'utilise la théorie enracinée pour mon analyse qualitative principalement, mais on peut l'utiliser aussi pour de l'analyse quantitative aussi. Ouais, donc quelques références de ce que je fais, références sur le livre, Conducting Classic Grounded Theory, et aussi un site qu'on a fait avec Isabelle Walchas aussi. Alors, structure de cette présentation, euh, je voudrais vous inviter à une réflexion. Je vais d'abord présenter ce que c'est que la théorie enracinée classique. Je pense que vous avez déjà eu des cours là-dessus, j'espère. Si vous n'en avez pas eu, ça vous fera une introduction. Si vous avez déjà eu, ça vous fera un rafraîchissement avec ma vue, ma compréhension de ce que c'est que la théorie enracinée classique. Mais pendant la session, demandez-vous quels sont les types de boucliers que vous devriez mettre en place pour protéger votre recherche et qu'est-ce que vous devez protéger pendant que vous faites votre recherche. Et aussi, quels sont les impacts de l'IA générative sur ces boucliers et sur ce que vous devez protéger. Donc à droite, j'ai des boucliers qui sont levés, pas d'IA générative, interdiction. J'ai des boucliers qui sont prêts à être levés, c'est un peu le feu orange, faites attention. Ou alors, il n'y a pas de bouclier, l'IA générative est la bienvenue. Donc, je voudrais que vous réfléchissiez un petit peu à tout ça pendant que je vais présenter ce que c'est que la théorie enracinée. Je vais ensuite aller plus dans le détail de la théorie émergente du bouclier conceptuel. Donc, c'est une théorie qui a émergé, comme je disais, en 2021. C'est en préparation d'une conférence. Je continue de la travailler et elle fitait parfaitement bien. Avec tout ce qui est IA génératif. Donc, c'est pour ça que je vais en parler tout de suite. Donc, on va regarder un petit peu les sources de préconception, qui sont une des choses que le bouclier va nous protéger, et aussi une typologie des boucliers par rapport à ces sources de préconception. On va ensuite appliquer le bouclier conceptuel à l'IA générative, voir quelles sont d'abord les menaces, de quoi on doit se protéger. Il y a à la fois des menaces générales, mais aussi des menaces spécifiques pour la théorie enracinée classique. Et on va voir aussi comment l'IA générative peut, à l'inverse, être utilisée comme bouclier protégeant une théorie émergente. Et ensuite, on va faire le classique limite, discussion, conclusion, future recherche qu'on retrouve dans n'importe quelle présentation. Le bouclier numéro un, si vous faites de la théorie enracinée, et vraiment je vous le recommande parce que ça m'aurait, je pense, sauvé 6 mois à 1 an de thèse. Michel Kelka va être ravi de l'apprendre. Après ma thèse, j'ai suivi un séminaire avec Bernie Glaser et j'ai réalisé que j'avais perdu beaucoup de temps à utiliser des procédures qui étaient trop rigoureuses, trop structurées, pas rigoureuses, mais structurées par rapport à mon approche et qu'il y a certaines procédures qui auraient pu être simplifiées et mieux mise en place. C'est pour ça que j'enseigne maintenant la théorie enracinée classique, qui est beaucoup plus
flexible, qui est extrêmement rigoureuse et qui permet d'aboutir à des résultats actionnables avec impact très rapidement. Donc, je suis un peu un fan de ça. Donc, on va en discuter en profondeur. Ça, c'est sujet à discussion. C'est quelque chose que Barney Glaser avait présenté à Stanford University en 2004 et expliqué comment faire une dissertation en 6 à 8 mois. Je ne pense pas que ce soit faisable réellement en 6 à 8 mois, mais je pense qu'en se concentrant énormément, on peut arriver à quelque chose de très, très intéressant. Et donc, c'est le processus général. De ce processus général, et en lisant tous les livres de Glaser, je vous propose 7 étapes pour générer une théorie enracinée. On va essayer de rester dans le timing, donc je vais me limiter à 5 minutes pour faire ces 7 étapes-là. La toute première chose, ça va être d'entrer sur le terrain. Donc évidemment, entrer sur le terrain, vous l'avez déjà fait, vous êtes en DBA, vous avez déjà collecté tout un tas de données, mais il y a sûrement d'autres données qu'il va falloir collecter par la suite. Alors, tout au long du processus de recherche, vous collectez, comme je l'ai mentionné, tout au long du processus, vous analysez constamment, vous comparez les données que vous continuez à coder et recoder, et vous rédigez des mémos. Dans les mémos, vous allez regarder quelles sont les propriétés, les dimensions des concepts que vous voyez émerger. La toute première étape, c'est de s'interroger quelle est la préoccupation principale. Donc, vous allez prendre vos données, vous allez les coder, mot par mot, ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, ce qui va faire émerger rapidement une identification de la préoccupation principale. La préoccupation principale, c'est un petit peu votre premier résultat de la théorie enracinée, c'est de savoir les gens avec qui vous avez eu vos entretiens, qu'est-ce qui vraiment les préoccupe. De là, on va continuer à coder, continuer de collecter des données supplémentaires. Donc là, on a un codage ouvert, on trie tout, on code tout, et au travers des tris, des mémos, d'une saturation théorique, on va arriver à l'identification de la catégorie centrale, qui va ensuite générer un codage qu'on appelle le codage sélectif, qui est l'étape 3. Ici, ce qu'on veut, c'est une fois que la catégorie centrale a été identifiée, pour rappel, la catégorie centrale, c'est ce qui va nous permettre de résoudre la préoccupation principale. C'est un petit peu, si vous avez fait du quantitatif, la variable qui va avoir le plus d'impact sur la variable qu'on cherche, donc la variable dépendante. C'est la variable indépendante qui va avoir le plus d'impact sur la variable dépendante. C'est un petit peu ce qu'on cherche ici. Quelle est la catégorie centrale qui va permettre d'expliquer la préoccupation principale? Et cette catégorie centrale, c'est un concept qui a émergé des données. On est capable de retracer où se trouve ce concept. Le codage sélectif va permettre d'aller chercher quelles sont les catégories et concepts qui sont liés à la catégorie centrale. Le tri des concepts et des mémos, et je donnerai un exemple de tri juste après, va vous permettre de trier les différents codes, les différents concepts, les différentes données aussi. Et en faisant ces tris-là, vous allez voir émerger des schémas, en général des schémas conceptuels, que vous pouvez commencer à nommer, et c'est là où vous allez voir apparaître des concepts. On va atteindre une saturation. Alors, la saturation, c'est lorsque vous collectez de plus en plus de données, eh bien, la théorie reste figée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... Vous retombez toujours sur la même catégorie centrale au fur et à mesure des entretiens, donc vous savez que vous arrivez à une saturation théorique de la catégorie centrale. Vous ne voyez plus émerger des nouveaux concepts ou des nouvelles catégories par rapport à qui tournent autour de la catégorie centrale, donc vous savez que vous arrivez à une saturation au niveau des concepts. Donc, à ce stade de l'étape 3, on a un concept central qu'on appelle la catégorie centrale. Autour, on a un certain nombre de concepts qui sont liés. Comment sont-ils liés? C'est l'objectif de l'étape 4 qui va donc nous permettre de voir quelles sont les relations entre les catégories et les concepts, et notamment quelle est la relation qui existe entre la catégorie centrale et les concepts qui sont autour. Par exemple, est-ce que c'est une typologie? Est-ce que ce sont des relations de causalité? Est-ce que c'est une boucle ascendante, une boucle descendante, une spirale, etc., etc. Et ça doit venir des données. Donc, il existe énormément de ce qu'on appelle des theoretical concepts, donc des concepts théoriques. C'est le type de relation qui existe, et c'est ça qu'on va chercher à avoir.
L'ébauche du modèle théorique est le résultat de l'étape 4. Vous avez votre catégorie centrale qui résout la préoccupation principale. Autour, vous avez vos concepts qui sont liés avec les codes théoriques. L'ensemble forme votre premier modèle théorique, la première ébauche. Ensuite, on va encore continuer de collecter des données et on va pouvoir écrire le brouillon de la théorie. Donc, durant tout ce processus, vous avez rédigé des mémos, ce qui fait qu'à ce stade, c'est reprendre chacune des piles de mémos et ensuite les organiser pour écrire votre thèse. De là, on va arriver à retour à la littérature. Comment les résultats que j'ai trouvés s'intègrent-ils dans la littérature existante? Et là, c'est un très gros travail d'analyse de la littérature, mais c'est une analyse qui est extrêmement dynamique dans le sens où vous regardez ce que vous avez trouvé et vous regardez ce que la littérature dit. Et donc, c'est extrêmement intéressant à faire, extrêmement interactif. Est-ce que ça confirme? Est-ce que ça va contredire? Est-ce que je vais contribuer à une littérature parce que j'ai trouvé des concepts qui n'existent pas ou des relations qui n'existent pas? Est-ce qu'à l'inverse, la littérature va contredire ce que j'ai trouvé? Et donc, pourquoi ça le contredit? Etc. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes qui émergent à ce stade-là. Une fois qu'on a intégré la littérature, bien, vous arrivez à la version finale de votre théorie. Ça va être aussi une intégration de la littérature qui va peut-être amener à des nouveaux concepts. Donc, en 5 minutes, plus une minute, une vue d'ensemble. Alors, la théorie enracinée peut être vue aussi comme un cadre général de recherche, et c'est aussi un ensemble d'outils, comme on le voit. Pour les tris, par exemple, vous pouvez utiliser des fiches, mais vous pouvez aussi faire des tris à l'aide de statistiques. En analyse exploratoire quantitative, on va utiliser des outils statistiques qui vont avoir l'effet de faire un tri sur des données qualitatives. D'autres aspects, alors pourquoi je mentionne ces aspects-là? Parce que ce sont tous des aspects que l'intelligence artificielle va impacter, ce sont tous des aspects où il faut aussi protéger notre propre théorie. Donc, post-génération de théorie, trouver des verbatims dans un texte pour illustration. Vous avez donné tous vos textes à l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est capable de les ramener? Analyse comparative constante pour analyser deux types de textes et demander qu'est-ce qui est entre les deux. Échantillonnage théorique. Difficulté à nommer les schémas conceptuels, l'intelligence artificielle peut vous aider aussi avec ça. Mais on va revenir sur tout ça et voir quels sont les dangers, hein, bien sûr. Et difficulté à nommer les schémas conceptuels après la génération de théorie, rédaction de mémoire. Alors, théorie émergente du bouclier conceptuel. Et c'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet. J'ai fait une recherche, donc ça c'est un exemple de tri de mémo. J'ai analysé un livre entier de Glaser pour voir, tiens, si je faisais une théorie enracinée sur son livre. Et ce qui a émergé, c'était le fait que la préoccupation principale, c'était de développer une théorie enracinée libre de préconception. Et le terme de préconception est extrêmement important et c'est vraiment le message central de cette présentation. Faites attention aux préconceptions. Les préconceptions, on les voit en intelligence artificielle actuellement avec les hallucinations. Les préconceptions, vous en avez dans votre cerveau. Vous arrivez, vous avez peut-être travaillé uniquement dans une seule entreprise, donc vous avez toutes les préconceptions qui viennent d'une entreprise. Donc, c'est des choses qu'il faut rétablir et voir ce qui se passe. Évidemment, c'est pour un des moyens de lutter contre ces préconceptions, c'est de créer un bouclier qui va protéger l'émergence de votre théorie enracinée. Les mémos sont évidemment extrêmement importants. Je vais passer rapidement sur le terme d'émotion positive, mais c'était aussi quelque chose qui a émergé, et à ma surprise d'ailleurs. On a même une phrase lors d'une des conférences. Glaser, donc le fondateur de la théorie enracinée, était comme un petit enfant excité lorsqu'il a trouvé la variable centrale de Michel. Donc, on a vraiment ça. Et je l'ai vu aussi en visu. C'était vraiment intéressant. C'est lié à l'autonomie, l'enthousiasme, la découverte. Je pense que Michel Calica me rappelait un terme assez intéressant qui est l'orgasme intellectuel qu'il avait écouté. Je crois que c'était un des collaborateurs de Simon qui l'avait mentionné. Donc, il y a vraiment une joie à faire de la recherche. Et cette joie-là, elle est particulièrement forte, je trouve, lorsqu'on fait de la théorie enracinée. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de traduire cette slide-là. C'est l'ensemble des préconceptions qui ont émergé de la recherche. Donc, c'est des préconceptions qui sont assez intéressantes. On va d'abord avoir des préconceptions qui viennent de la pensée générale que vous avez lorsque vous discutez avec votre famille, avec des amis qui ne sont pas dans le monde de la recherche.
Ces préconceptions peuvent venir à votre niveau, mais aussi des professionnels avec qui vous participez, avec qui vous interagissez, pardon, des participants aussi. Donc, il est important d'être à l'écoute de tiens, attention, là, il y a des préconceptions qui sont en train de se développer. Est-ce que je suis influencé par ces préconceptions ou est-ce que je suis vraiment en train d'analyser les données? Et si j'analyse des données, d'où viennent ces données-là? Est-ce que c'est des données qui pourraient éventuellement être préconçues? Il y a des préconceptions, et là, ça vient de Glaser, qui viennent de l'académie. Vos superviseurs, vos directeurs de thèse ont peut-être des modèles théoriques qu'ils adorent utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais peut-être que ce modèle théorique n'est pas forcément le modèle idéal pour analyser votre thèse. Et en théorie enracinée, on met ces modèles-là de côté, on se protège de ces préconceptions-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, hein. Ça veut juste dire que c'est des modèles qui sont très certainement très valides dans certains contextes, mais est-ce qu'ils vont l'être dans le contexte des données que vous êtes en train d'analyser? L'académie va venir aussi, enfin, au niveau académique, vous allez avoir les collègues, les personnes qui vont réviser vos papiers de recherche, donc vous devez être très, très prudent par rapport à ça. Vous avez aussi des préconceptions qui viennent du champ de recherche dans lequel vous vous inscrivez, d'où, en théorie enracinée, on attaque la littérature à la fin pour éviter d'avoir ces préconceptions-là, justement, qui viennent nous polluer. Extant theory, donc les théories existantes, et aussi phase shift variable, l'âge, le sexe, qui sont en général des variables qu'on va incorporer dans les études, ne sont pas forcément les variables les plus importantes pour votre conceptualisation. Et si elles peuvent l'être, mais il faut qu'elles émergent de l'analyse de vos données. Donc, c'est vraiment toujours un retour à cette analyse des données. D'où vient le concept? Est-ce qu'il est bien enraciné dans les données que vous avez collectées? Ça peut venir aussi des méthodes. Il y a des méthodes qui vont avoir des préconceptions en elles-mêmes, préconceptions de type d'analyse, par exemple. On a aussi des préconceptions qui viennent, donc sur la droite, de l'application des procédures de la théorie enracinée qui ne sont pas assez bien mises en avant. Donc, par exemple, mentionner la catégorie centrale dans des entretiens peut biaiser l'entretien. Une utilisation du ing à la fin de, par exemple, talking, marking, etc., pour créer des concepts, mais ça peut aller un peu trop loin, etc., etc. Insufficient interchangeable indicators, ce que vous retrouvez quand vous faites de l'analyse quantitative, quand votre alpha de Cronbach n'est pas suffisant, eh bien, on peut avoir la même chose ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'indicateurs pour un concept. Et donc, ce sont aussi des biais qui viennent directement de la procédure de la théorie enracinée qui n'est pas appliquée suffisamment bien. Et tout ça, ça va donc représenter une menace pour la théorie enracinée émergente qui est en train de grandir au fur et à mesure que vous analysez vos data, vos données, et donc vous partez d'une petite graine qui est en train de grandir avant d'être un arbre solide, et vous voulez protéger cette petite graine, donc vous avez un certain nombre de boucliers que vous pouvez mettre en place. Ces boucliers, suite à l'analyse, je les ai regroupés en 3 grands types de boucliers. On a les boucliers d'abord qui viennent d'un travail intérieur. Donc, par exemple, intérieurement, vous allez vous mettre vous allez suspendre ce que vous connaissez, mettre de côté vos connaissances pour vraiment vous focaliser sur ce que les données vous indiquent et vous coder les données directement au lieu d'essayer d'imposer des concepts et essayer de les faire rentrer sur les données. Donc, c'est quelque chose qui demande ça permet de développer un certain discernement. Il y a d'autres choses aussi que vous pouvez faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce qu'on n'a pas le temps, mais vous les avez sur l'écran. Vous pouvez aussi faire ce que j'ai appelé kind shielding. Donc, ça va être autour de tout ce qui va être la joie, l'enthousiasme et l'autonomie de faire de la recherche, de créer aussi un espace où vous pouvez faire cette recherche-là de manière sécurisée. Donc, partager les résultats de la recherche avec un groupe de recherche qui va vous soutenir, etc. On voit ça assez fortement dans les conférences de théorie enracinée, dans cet organisé Glaser, où il y avait vraiment, il appelait ça atmosphering, il y a vraiment une atmosphère qui est mise en place pour qu'il y ait un échange très productif qui permet de protéger des préconceptions, mais de manière très gentille, et donc pour supporter ça. Et enfin, les procédures de GT, donc ce sont toutes les procédures dont on vient de discuter, qui viennent et qui vont sauvegarder l'émergence de votre théorie enracinée. Alors, maintenant, si on applique le bouclier conceptuel qu'on vient de voir, ou les boucliers à l'IA générative, on a d'abord les menaces générales. Donc,
J'en ai regroupé plusieurs en analysant la littérature. Ça vient aussi compléter nos propres expérimentations. On a d'abord des biais. Alors, c'est des biais qui peuvent être liés aux data qui ont été utilisés pour entraîner l'intelligence artificielle. Manque de logique et de contexte. Récemment, un de mes étudiants me racontait que si on demande combien y a-t-il de R dans strawberries, eh bien, l'intelligence artificielle vous répond 2. Puis, si on lui demande de confirmer, il dit 1. Puis, si on lui demande de confirmer, il dit 3. Et donc, il y a un contexte ou un prompt qui n'a pas été compris. Par contre, si on lui demande extrait toutes les occurrences de chacune des lettres de strawberries, il va être capable de le faire. Et si ensuite on lui demande compte le nombre de fois que R apparaît, il va être capable de le faire. Donc il y a un certain contexte qu'il faut donner à l'intelligence artificielle pour éviter ce genre de menaces. Il y a des incohérences. Donc, je peux vous montrer des exemples de prompts que j'ai fait encore récemment où j'ai demandé qu'est-ce que c'est que la théorie enracinée classique. Je lui ai demandé ce que c'était que la théorie enracinée glasérienne par rapport à straussienne. Et je lui ai demandé de redéfinir la théorie enracinée classique qui est la glasérienne. Et il me redonne des incohérences entre chaque. Donc, au fur et à mesure des scripts, il va se contredire, etc. Je pense que vous l'avez tous vu. Donc, il faut bien être conscient de ça. Des hallucinations. Alors, les hallucinations sont à la fois extrêmement intéressantes parce que c'est un petit peu comme de rêver. Vous êtes en train de faire votre recherche, vous avez plein d'idées, plein de concepts, et tout d'un coup, vous hallucinez dans votre rêve et vous avez des idées de concepts qui émergent, et vous regardez ensuite si les concepts matchent vos données. Et quelque part, l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, va faire quelque chose d'un peu similaire en faisant plein de statistiques sur des concepts par rapport à des données qu'on pourrait lui fournir, mais ça reste jusqu'à un certain point des hallucinations. Donc, il faut bien veiller, et c'est là où je pense qu'il y a un message très important. Quel est mon niveau d'expertise par rapport à ce que je demande à l'intelligence artificielle? Il y a bien sûr des questions éthiques et juridiques. Est-ce que vous avez le droit de fournir vos données à une intelligence artificielle? Est-ce qu'elles vont être utilisées derrière? Ensuite, on va avoir des menaces spécifiques par rapport à la théorie enracinée classique. Donc, ça peut, si vous posez des questions à une IA, l'IA va répondre et va peut-être reprendre les préconceptions qui existent par rapport à la théorie enracinée classique. Et là, on a malheureusement un historique assez lourd à porter pour tout ce qui est théorie enracinée. C'est un historique qui s'explique dans la mesure où, eh bien, il y avait au départ Glaser et Strauss qui ont créé la théorie enracinée avec le livre de 1967, mais ce livre a ensuite généré plusieurs branches de théorie enracinée, et donc il faut savoir, il faut indiquer à l'intelligence artificielle sur quelle branche on est, parce que les résultats vont être très différents. J'ai été à des conférences, c'était absolument extraordinaire, où les gens qui utilisaient la théorie enracinée straussienne, donc qui vient de Strauss, avaient des modèles théoriques qui émergeaient, qui étaient pratiquement identiques. Il y avait juste à l'intérieur des cases quelques petits changements, mais la structure du modèle est exactement la même. Alors que si vous allez à une conférence de théorie enracinée de type glasérien, vous avez des concepts qui sont tous différents les uns des autres, parce que les concepts sont enracinés dans les données et reflètent vraiment les données. Et donc, pas que l'un ou l'autre soit meilleur, ce sont deux approches différentes. L'un, une approche beaucoup plus structurée où on va avoir quasiment une analyse qualitative descriptive, tandis que l'autre va avoir une approche beaucoup plus libre d'une certaine manière, même si l'approche est très rigoureuse et structurée comme on vient de le voir, mais il y a une très grande liberté à l'intérieur pour nommer les concepts. Et ce nommage de concepts doit évidemment refléter l'enracinement dans les données à partir desquelles le concept a émergé. Voilà, donc si on utilise l'IA pour nous aider là-dedans, il faut faire très attention. Donc, quelques recommandations en plus. Donc, ne l'utilisez surtout pas sans avoir l'expertise sur le sujet. Je pense que ce serait une catastrophe. D'un point de vue informatique, je fais beaucoup de codage dans différents langages. Si je n'ai pas une compréhension du langage informatique qui va être utilisé et que je le lance sans faire attention, et ça m'est arrivé 3 fois, il m'a bousillé toutes mes données. Heureusement, je n'ai pas eu, il suffisait de ne pas sauvegarder, mais l'IA peut générer, si elle m'a mal compris, un outil qui va complètement supprimer toutes mes données. Et donc, il est extrêmement important d'avoir l'expertise pour comprendre ce que l'IA nous a donné. Si on ajoute ça à la génération de théories, évidemment, on peut avoir des gros problèmes, puisqu'on va générer des théories qui ne seront pas enracinées dans les données ou qui auront été générées n'importe comment avec des hallucinations de l'IA. Autre chose que j'ai vu et que je ne recommande absolument pas, c'est d'utiliser l'IA générative comme source de données analysées, à moins que vous fassiez votre thèse là-dessus, mais sinon, ça me semble extrêmement dangereux parce que vous n'avez pas le contexte dans lequel les données ont été créées. Donc, faites très attention. Donc, encore une fois, j'adore l'IA, c'est un outil fantastique, mais
faire très, très attention. Euh, Mon expérience montre qu'elle est comme un co-auteur super intelligent et parfois super stupide, avec ses propres biais, préconceptions et hallucinations, qui sont des hallucinations qui sont parfois difficiles à voir, surtout quand on utilise un langage de programmation. On voit tout de suite les hallucinations parce qu'on voit le résultat qui ne fonctionne pas, mais quand on l'utilise pour des théories, c'est beaucoup plus difficile à capturer. Donc, en ce sens-là, il faut faire très, très attention. On va voir comment l'appliquer. Donc, je vais prendre une demi-heure au total. Et ces différents endroits, donc c'est le même modèle. Je n'ai pas eu le temps de le traduire parce que c'était une copie d'une image que j'avais publiée, mais je le ferai dans les slides, je vais voir pour le réajuster, comme ça vous aurez les slides avec, en français. Et on voit qu'on a un certain nombre de boucliers qui sont en rouge. Les boucliers qui sont en rouge veulent dire il est absolument j'ai presque envie de dire interdit parce que ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied et c'est se tirer une balle dans le pied qui est extrêmement dangereuse. L'idée générale que je veux communiquer ici, c'est que si vous utilisez une IA générative pour générer des concepts sur vos données sans que vous ayez une connaissance fine des données, cette IA générative va vous biaiser, va créer des préconceptions dans votre cerveau qui vont être très difficiles à enlever. Et je crois que c'est vraiment le cœur de ça. Et c'est ce qui a guidé. C'est pour ça que vous voyez autant de rouge et d'orange un peu partout. Réellement, l'IA générative, vous l'utilisez quand vous avez besoin d'identifier la littérature. Pas pour résumer la littérature, parce que vous ne pouvez pas faire confiance à une IA pour résumer. Vous n'allez pas comprendre la littérature en profondeur suffisamment pour voir les hallucinations que l'IA va générer sur cette littérature-là. En tout cas, c'est mon opinion. Et aussi, tout à la fin, une fois que vous devenez expert dans votre théorie, puisque vous avez bien retravaillé vos données, etc., voir comment l'IA va vous permettre de mieux développer votre théorie. Mais là, vous avez une discussion d'expert à une intelligence experte, mais qui peut donner des choses complètement stupides. Donc, c'est de voir, tiens, est-ce qu'il y a vraiment des choses auxquelles je n'ai pas pensé? Et vous allez savoir immédiatement si c'est une hallucination ou pas, puisque vous connaissez très finement vos données. Là où c'est en orange, et ça peut être sujet à discussion en fonction de vos institutions, en fonction des règles dans lesquelles vous fonctionnez, c'est de dire, par exemple, j'ai identifié la préoccupation principale, j'ai codé mes 30, 40, 50, 60 entretiens, je les connais par cœur, je suis certain que la préoccupation principale, c'est ça qui vraiment préoccupe les gens qui m'ont donné leurs données. Est-ce que l'IA nous donnerait la même chose? Et c'est un peu à chacune de ces étapes-là, après avoir le résultat de chacune des étapes, qu'on peut éventuellement demander à l'IA, mais je l'utilise avec extrême précaution pour être sûr que les hallucinations sont bien maîtrisées. Donc, je poursuis sur le reste. Alors, vous voyez que j'ai utilisé une IA pour traduire le texte, puisqu'il marquait le texte en traduit en français par. Autres outils. Post-génération de théorie, trouver des verbatims dans un texte pour une illustration. Pour moi, il ne faut pas utiliser ou faire ça avec beaucoup de précautions, donc peut-être un bouclier orange. Analyse comparative constante, par exemple, vous mettez 2 entretiens, vous demandez à ce qu'il y ait une analyse qui soit faite. Si vous avez déjà fait tout le codage et tout le travail d'analyse, ça peut être intéressant. Donc encore une fois du orange. Échantillonnage théorique, ça peut être intéressant, peut-être du orange et du vert pour vous donner des idées de nouvelles populations à aller chercher. Difficulté à nommer les motifs, un motif dans le sens schéma conceptuel avant et pendant et après la génération de théorie. Ça aussi, c'est un endroit où ça peut être intéressant d'utiliser une IA. Mais encore une fois, faites très attention. Donc, avant la génération de théorie, pour moi, c'est un bouclier qui doit être levé. Après la génération de théorie, une fois que vous connaissez bien vos données, eh bien, vous pouvez demander des suggestions à l'IA. Je pense que là, on a un bouclier prêt à être levé, donc on peut y aller, mais avec prudence. Rédaction de mémo. Les outils de traduction sont maintenant absolument extraordinaires. Les outils de rédaction sont aussi absolument extraordinaires. Donc, je pense que avoir une sorte d'éditeur IA qui vienne relire notre texte, surtout si ce n'est pas notre langue maternelle, ça peut être très intéressant, mais attention encore une fois aux limites. Donc, limite à hallucination de l'IA. Quelques limites de l'étude. Donc, d'abord, il n'y a pas eu d'exploration de GPT personnalisé. Ça pourrait être quelque chose de très intéressant.
Il y a une littérature limitée mais en forte croissance sur l'IA générative et les méthodes, et aussi sur l'IA générative et la théorie enracinée classique. Donc je pense que là, il y a beaucoup de choses à rechercher, voir si les concepts qui ont émergé font du sens ou pas. Et aussi, ça évolue énormément. Euh, Ça, c'était il y a 2 jours. On a une OpenAI 0.1 qui est en preview et où ils vont essayer de résoudre des problèmes encore plus complexes. Donc, on n'est qu'au début de cette révolution. C'est extrêmement intéressant. Recherche future, évaluer minutieusement l'enracinement des concepts et théories enracinées qui ont été générés par l'IA pour voir si c'est bon ou pas. Donc ça, j'aimerais beaucoup faire ça. Et évidemment, il y a un manque de reproductivité et des incohérences, et ça va être très difficile à capturer. On peut aussi voir comment la théorie enracinée formelle va influencer ou être influencée par l'IA générative, c'est-à-dire une fois que vous avez votre théorie, vous pouvez voir comment vous pouvez la généraliser à d'autres champs, à d'autres domaines. Et en faisant cette généralisation, est-ce que l'IA générative peut aider ou pas? Donc ça, c'est carrément une autre méthodologie de théorie enracinée qui vient après l'émergence de la première théorie. En conclusion, ce sont des outils incroyables, j'en rêvais en tant qu'étudiant, comme je l'ai mentionné, mais une expertise est nécessaire pour comprendre les résultats d'une IA générative. Et donc, votre DBA est extrêmement important puisqu'il va vous donner cette expertise qui va ensuite vous permettre, après que l'expertise soit assurée, d'analyser les résultats de l'IA. Voilà, je vous remercie. J'ouvre à des questions. N'hésitez pas. Vos retours aussi. Peut-être que vous l'avez déjà utilisé, peut-être pas, mais je serais très heureux d'entendre vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde dort? Non, on ne dort pas, on est là. Merci. Non, on dort pas, on vous entend. Très bien. Parfait. J'espère. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez des questions, alors, Dr Thierry Minjos, je vous écoute. En fait, bonjour, bonjour pour ça. Je pense que merci encore pour cette initiative. Je pense que moi, je suis de la promotion 2022 Douala, et je pense que c'est lorsque on finit justement notre thèse qu'il y a le boom de tout ce qui tourne autour de l'IA générative. Et la première des choses que je me suis posé comme question, c'est de dire, waouh, si c'était sorti un peu plus tôt, peut-être que j'aurais utilisé l'intelligence artificielle pour générer ma thèse et je n'aurais pas souffert autant d'années. Donc, c'est la première chose qui est venue en tête. Mais sauf que très vite, j'ai compris un peu les limites de tout ce qui est IA générative pour la simple raison que aujourd'hui, par exemple, moi, je suis très actif un peu sur LinkedIn. J'essaie un peu de regarder les articles que les gens écrivent et tout. On se rend compte que finalement, les termes se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'en termes de formulation, ce sont les mêmes phrases, ce sont les mêmes introductions, c'est pratiquement les mêmes développements, ce sont les mêmes expressions. Ma question, c'est donc, est-ce que dans ce contexte-là, est-ce que vraiment conseiller l'utilisation des intelligences artificielles dans le cadre d'une thèse, est-ce que c'est vraiment conseillé? Est-ce que c'est pas également un peu une forme de plagiat? Parce qu'il faut dire que ça amène également une certaine forme de paresse. Parce que voilà, nous, vraiment, quand on a fait la thèse, c'était vraiment compliqué, on passait des nuits blanches. Mais aujourd'hui, je vois avec l'intelligence artificielle les enfants, même mes enfants que j'ai ici à la maison, quand ils ont les exercices, la première des choses, c'est de solliciter l'intelligence artificielle. Voilà, ma question, c'est vraiment cette crainte-là. C'est que, est-ce que, à la fin, c'est pas du plagiat? Est-ce que finalement, on ne prend pas le risque d'être paresseux? Voilà. C'est un peu ça ma question. Alors, je suis absolument, entièrement, complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai mis du vert. Le bouclier est enlevé uniquement à la fin de la thèse, quand on va avoir des discussions intelligentes avec l'IA pour, en tant qu'expert, demander peut-être des points de vue auxquels on n'aurait pas pensé. Euh, alors, il y a des vues différentes, hein. Il y a des vues où on va voir l'IA comme la reproduction infinie des same old triviality, donc des vieux dictons, des stéréotypes, etc., à l'infini par l'IA. Et effectivement, je pense qu'il y a un risque, comme vous le mentionnez très bien, hein, de perte de créativité possible. À voir, à voir. Je pense qu'on va avoir des surprises parce qu'au fur et à mesure qu'on utilise les prompts, au fur et à mesure qu'on génère de plus en plus euh, de, de prompts intelligents, je pense qu'on va voir apparaître de plus en plus de créativité, mais à voir. Donc, mais sinon, entièrement d'accord. Sur la paresse, aussi pareil.
Si vous pensez que la thèse va être écrite, il vaut mieux être très, très prudent parce que lorsqu'on va vous poser des questions très techniques sur la thèse, ça risque de très, très mal se passer puisqu'on va se rendre compte que vous ne maîtrisez pas le sujet puisque c'est une IA qui l'a écrite. Donc, je ne sais pas comment les pairs, les soutenants vont se passer dans c'est une belle perspective. Merci beaucoup. Aïchatou, Abibou ou Mani? Oui, bonjour et félicitations pour cette présentation. Je suis contente de participer et Merci. de voir qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore, que je viens de découvrir. Pour revenir un peu sur ce que Dr. Thierry vient de dire, effectivement, moi, je ne connaissais pas l'intelligence artificielle, surtout, je ne connais pas vraiment tous les différents contours des pièges et autres que vous venez de détailler. Donc, ça nous rassure beaucoup parce que moi, normalement, même, je devais présenter ma thèse cette année, mais j'ai eu un retard, donc ça sera certainement en courant 2025. Et moi, j'ai toujours été prudente parce que pour moi, j'ai pensé qu'il faut acheter la licence. Je ne sais pas, je ne connais pas, hein. Je parle sincèrement parce que je ne connais pas comment ça marche et je sais qu'il y a beaucoup, en tout cas, des gens qui parlent de l'intelligence artificielle par-ci, par-là, c'est vrai. Mais utiliser ça effectivement dans nos recherches, ça peut être, moi, un peu la vision d'une enseignante. Ça peut être des avantages comme ça peut aussi être des inconvénients parce que si la personne fait tellement confiance à l'usage de l'intelligence artificielle, il se fie complètement à ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'efforts, mais ça veut dire aussi s'il n'a pas une bonne orientation, qu'il ne sera pas à même de générer des bons résultats comme ce que vous avez pu faire pour aboutir à terme à la recherche. Donc, moi, ça aiguise un peu mon ambition de creuser et de voir. Bien sûr, j'ai besoin d'être mieux outillé, j'ai besoin d'être mieux orienté et j'ai besoin surtout d'être sur une piste qui ne sera pas rejetée à la fin du cursus par le professeur. Donc, ça nous interpelle tous et je pense que cette session, c'est vraiment une session importante pour nous à prendre avec beaucoup de considération et à chercher. Moi, ça aiguise vraiment ma curiosité d'aller loin pour comprendre comment est-ce que ça peut m'aider dans le traitement des données, par exemple. Merci beaucoup. Oui. Avec grand plaisir. Je pense... ouais, très bien, merci. Abel ou Ablé, je ne suis pas sûr. Oui, bonjour, vraiment. Bonjour. Je vous remercie pour cette brillante présentation. Je suis Dr Ablé de la promotion 2019. Alors, je crois que là, vous venez de nous éclairer davantage sur l'utilisation de l'IA et j'ai beaucoup appris là-dessus. La question, au-delà du problème de plagiat, c'est vrai que l'IA reste un peu est très générale en ce qui concerne la différenciation des propos des auteurs lorsqu'on interroge. Mais dans le cas de la théorie enracinée, qui est un peu beaucoup plus inductive, en partant des données empiriques, alors au niveau du codage, lorsque l'impétrant réussit à faire son codage, sachant que nous partons souvent du terrain, est-ce que l'IA réussit à faire ressortir les perceptions? Autrement dit, est-ce que ça ne nous éloigne pas du terrain afin de faire ressortir réellement les perceptions pour pouvoir parler de théorie enracinée? Alors, ma préoccupation à ce niveau-là, parce que souvent nous avons des étudiants, parce que je suis des étudiants en master, et nous avons des étudiants qui ont commencé à utiliser l'IA, mais on sent de façon majoritaire qu'ils sont déconnectés du terrain de la pratique. Parce que apparemment, nous parlons des théories enracinées, mais on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus dans des théories non enracinées, si je peux utiliser ce terme. Ils n'arrivent pas à démontrer réellement qu'ils ont fait corps à le terrain, mais ils commencent à devenir eux-mêmes peut-être de l'IA dans leur mémoire, dans leur recherche. Alors, donc, vous qui avez approfondi la question, est-ce que, en parlant de théorie enracinée, à partir des données empiriques dans une recherche vraiment inductive, est-ce qu'il n'y a pas un décalage dans la réalité au niveau
de la collecte des données. C'est ma préoccupation là. Oui, merci. Je pense que c'est effectivement un danger. Euh, je vois le danger à deux niveaux. Il y a un premier danger, c'est pour ça que dans les slides que j'ai mises pratiquement à la fin, je voyais deux dangers. Il y a un premier danger qui touche à la conceptualisation, c'est-à-dire que si l'IA fait le travail de conceptualisation pour vous, vous n'aurez pas fait le travail très important de tri, de nommage, de codage des données, et vous n'aurez pas cette connaissance extrêmement fine des données qui font de vous un docteur dans le sens, je connais très bien un sujet de vos données. Puisqu'au final, une théorie enracinée, c'est devenir un docteur de ces données au sens où je maîtrise tellement bien mes données que je suis capable de voir exactement tout ce qui se passe. Si c'est l'IA qui fait ce travail conceptuel, ça va vous donner des idées pour les concepts, mais vous n'allez pas forcément comprendre en profondeur les concepts. Et sur la deuxième aspect, mais je pense que c'est propre à tous les étudiants de master, je pense qu'il y a effectivement cette déconnexion parce que il y a beaucoup d'études, mais pas forcément beaucoup de pratique qui est liée. C'est pour ça que, personnellement, j'ai attendu 4 ans avant de faire ma thèse parce que lorsque j'ai présenté mon mémoire de master, j'ai eu 19 sur 20, j'étais major de promo. Dans la salle, il y avait un pratiquant qui m'a posé une question et j'ai pas compris la question parce que je n'avais pas la pratique pour justement comprendre sa question. Et je me suis dit, mince, je ne vais pas faire de la recherche si je n'ai pas cette pratique-là. C'est pour ça que j'adore le DBA en termes d'approfondissement d'une problématique où on a vraiment cette connaissance fine du terrain. Donc, il y a un peu il y a les deux approches. Et effectivement, si on n'utilise que l'IA, par rapport à la pratique, on n'a pas du tout cette pratique, on n'a pas cette compréhension fine du terrain qu'on peut avoir si on a été manager avant ou si on a travaillé dans des entreprises pendant plusieurs années. Je ne sais pas si Si, ça répond à votre question. non, mais en fait, c'est ce que je recherchais, c'était pour montrer un peu la portée de l'IA au niveau de la conception. Et je crois que là, vous avez bien répondu. En tout cas, je vous dis merci et vraiment, à bientôt. Merci beaucoup pour votre intervention parce que ça clarifie, ça me confirme aussi dans certains aspects. Donc, c'est très important. Merci. Faye Papa Suleiman. Bonjour, professeur. Merci et félicitations. Nous avons bien suivi votre exposé. C'est l'occasion également de retrouver beaucoup de collègues, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis donc docteur de la session 2019. Mais effectivement, moi, quand j'ai commencé par mes recherches personnelles post-DBA de découvrir l'IA avec ses possibilités, je me suis posé un certain nombre de questions, les mêmes que peut-être docteur Ablé a eu ou Minos ont eu à poser, que si on le savait, peut-être que ça allait être plus facile. Mais ce qu'il faut retenir, et vous l'avez si bien dit, l'IA peut aider à faire peut-être au départ, peut vous donner des idées, mais il ne faut pas se fier, à mon avis, sur ce que cela peut nous donner. Mais cela vous permet d'avoir au moins un champ à défriser, à regarder en attendant de voir sur certains trucs. Mais il faudrait faire un travail personnel pour, à mon avis, utiliser à bon escient. L'autre aspect, c'est que peut-être si on le compare par rapport au moment où on ne l'avait pas, la recherche était beaucoup plus ardue que maintenant. Peut-être, mais il faut le faire, à mon avis, avec beaucoup de, de prudence. Et c'est bon également peut-être de l'utiliser, de poser des prompts et consorts sur un certain nombre de sujets. Ils peuvent nous donner des choses à... Et on le dit, hein, sur toutes les versions qui sortent, ils disent, bon, faites attention à ce qu'il vous dit et consorts. Vous pouvez poser une question et vous la reposez une deuxième fois, une troisième fois, il donne des trucs et consorts. Mais si vous insistez, peut-être que si vous avez la solution, l'IA peut vous donner donc, ce truc. Donc, c'est un outil qui est là. On ne peut pas ne pas l'utiliser, mais il faut, à mon avis, l'utiliser avec bon escient. Merci beaucoup. Oui, tout à fait d'accord. Aussi, une fois qu'on devient expert dans le sujet, on peut demander d'autres noms pour le concept que nous-mêmes avons trouvé pour voir s'il y a des aspects du concept qu'on n'a pas étudié. Mais j'ai bien dit, une fois qu'on est expert dans le sujet. C'est la même chose en programmation. Une fois que j'ai écrit du code, je peux demander à l'IA de générer un nouveau code pour voir des façons de faire auxquelles j'aurais, moi, pas pensé. Et là, il y a des résultats qui sont extraordinaires, des nouvelles manières de faire
je ne sais pas où il les a trouvés. Et c'est sûrement plagié de quelque part, et on a toujours ce problème-là, et je ne sais pas comment on va le résoudre à l'échelle de l'humanité. Je ne sais pas. C'est une question beaucoup plus importante, et je n'ai pas la réponse à celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Donc, dans le chat, Michel Kaki a répondu qu'il y a effectivement une version gratuite pour ChatGPT qui est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à tester. Merci beaucoup à tout le monde. Je pense qu'on doit arriver à la fin de la présentation. Je vais laisser la main à Frédéric. Tout à fait, nous sommes à 44. Donc, nous allons donc clôturer la session. Vous allez bien sûr recevoir la vidéo enregistrée, le PPT de professeur Mourmand et un rappel de ce que nous avons à disposition déjà sur l'intranet au niveau de ChatGPT. Comme vous le savez, on a un groupe projet de recherche avec Jean Moscarola qui mène voilà, toute une série aussi d'outils et de recherche pour vous aider avec cette maîtrise de l'IA. Donc, vous allez recevoir ça voilà, d'ici une petite semaine dès qu'on a tout ça de prêt. Merci à vous pour cette session très riche et on remercie professeur Mourmand pour voilà, cette recherche très éclairée, très éclairante. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous. Bon courage pour ceux qui sont en train de faire le DBA. Oui, Accrochez-vous. au revoir. Ok, Merci merci, au infiniment. revoir. Merci à vous. Au revoir.